Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode des Chroniques de Youssef Indy. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker, relayer bien sûr cette vidéo, comme vous l'aurez vu, regarder entièrement, à soutenir la chaîne via Tipeee et Paypal dans la description de la vidéo. Et le thème qu'on va traiter aujourd'hui, le sujet est un sujet vaste, important, d'actualité, qui est: Israël est-il au-dessus du droit international? C'est une question extrêmement importante parce qu'on parle beaucoup du droit international. On parle aussi aujourd'hui beaucoup d'Israël. Et on en parle en France puisque vous avez des relais d'Israël en France, notamment des avocats qui font des pieds et des mains, donc des avocats pro-israéliens, très actifs, notamment l'avocat Olivier Pardo, l'avocat de Netanyahou en France, qui se trouve être aussi l'avocat d'Éric Zemmour, qui, alors là, on mettra un extrait d'une conférence de presse d'Anas Kazib, je crois, qui est un militant de gauche marxiste et syndicaliste qui a été entendu, été entendu par la police, etc. D'accord, je vais donner certains éléments dont j'ai pris connaissance sur le dossier. La première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une attaque qui est éminemment politique, d'accord? Éminemment politique pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une association qui s'appelle la Jeunesse française juive qui nous attaque, qui est une association dont je n'ai pas connaissance, qui est créée de toutes pièces le 7 octobre. Voilà. Donc cette association, elle n'avait aucune existence avant le 7 octobre. Elle s'est créée le 7 octobre. On ne sait pas qui est dedans, combien il y a de membres dans cette association, mais cette association, elle a des relais très importants. C'est-à-dire qu'ils ont une plainte qui a été faite par une cinquantaine d'avocats, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est même pas une plainte, c'est une plainte signée par une cinquantaine d'avocats, avec 41 noms, dont je vous donnerai certains noms qui sont concernés par cette plainte, d'accord? Et cette plainte-là, elle est déposée par certains avocats qui ne cachent même pas leur proximité avec l'extrême droite, d'accord? Il y en a une que certaines et certains connaissent, c'est Sarah Saldman. Voilà. Sarah Saldman qui fait des TikTok pour expliquer qu'il faut donner de l'argent pour aider au financement de Tsahal. Il y a un autre éminent avocat, qui n'est pas qu'un simple avocat du barreau de Paris, qui a aussi eu des rôles institutionnels dans l'État français. C'est Olivier Pardo, dont un de ses enfants, je crois, si je ne dis pas de bêtises, est réserviste de l'armée israélienne. Et Olivier Pardo, un mot pour terminer, parce que votre fils est réserviste, il est parti au combat. Oui, il a été appelé le samedi matin, 4 heures du matin. À 8 heures, il était dans un avion. C'était très compliqué parce qu'il a dû partir par Ankara, puis la Grèce, ça a duré des heures. Il a retrouvé son unité, qui est une unité d'élite. Il y est allé, comment vous dire, sans peur. Parce que ce qu'il faut comprendre, Déterminé. c'est qu'on n'a pas peur. Les Juifs, les Israéliens n'ont pas peur. Donc on est attaqué par, et puis excusez-moi, mais il y a quand même quelque chose d'important sur Olivier Pardo, c'est que c'est l'avocat de Zemmour. C'est-à-dire que c'est une association proche d'Éric Zemmour, parce qu'ils vous regardez sur leur compte Twitter ou X, appelons ce réseau social comme on veut, qui explique que le drapeau palestinien, c'est l'équivalent du drapeau nazi, qui retweet Éric Zemmour. Lui et d'autres, hein. Il y en a bien d'autres. On en reparlera dans le détail certainement dans les semaines ou plutôt dans les mois qui viennent, pour qu'il y ait donc des perquisitions, garde à vue, emprisonnement. Donc ce qui est... pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que on a des défenseurs de l'État d'Israël en France, plutôt des gens qui défendent les intérêts d'Israël en France en faisant taire, en essayant de faire taire les critiques d'Israël, alors que ce même État, et on va le voir, est dans l'illégalité permanente depuis 1948 en fait. Alors, je vais le démontrer par l'histoire, par les textes de droit international,
et par les résolutions de l'ONU et du Conseil de sécurité. Donc là, ça va être bien quadrillé. Je le fais aussi destination des juristes qui travaillent sur ces questions-là, que ce soit les avocats, même aussi, éventuellement les juges et les juges d'instruction qui éventuellement regarderont cette vidéo, parce que je sais qu'on me regarde très attentivement. Je pense que dans cette vidéo, il y aura des éléments qui seront très utiles à la compréhension du dossier israélien. Parce que comment est-ce qu'on peut criminaliser un discours critique vis-à-vis d'Israël, alors qu'Israël, l'État d'Israël lui-même, vit par le crime permanent. Là, en ce moment, c'est un génocide. J'ai fait une vidéo donc, précédemment sur le sujet, génocide, épuration ethnique, continue avec des pics depuis décembre 1947. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on a pu se retrouver dans une situation où on criminalise le seul État, où on criminalise le discours critique vis-à-vis du seul État qui n'a pas de frontières, qui vit dans l'illégalité permanente, qui pratique l'épuration ethnique, qui pratique la colonisation. Encore aujourd'hui, en 2025, l'épuration ethnique et le génocide. C'est quand même très surprenant. Bref, on va rentrer là dans le vif du sujet. On va rentrer dans le détail. Et j'espère que ça vous sera utile à tous, parce que là, on vit vraiment dans une situation ubuesque, complètement folle, où un État criminel parvient par ses relais à envoyer en prison, à menacer, en utilisant l'appareil d'État, l'appareil judiciaire, les gens qui le critiquent, les militants, les intellectuels qui le critiquent. Bref, alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire novembre 1947, c'est-à-dire, pour vous situer, le 29 novembre 1947, il y a eu le plan de partage voté à l'ONU contre l'avis des Palestiniens, donnant 55% du territoire aux Juifs de Palestine, donc immigrés juifs, qui représentaient un tiers de la population. Donc 55% du territoire pour un tiers de la population totale. Le reste aux Palestiniens, qui représentaient donc les deux tiers. Sachant qu'en termes de propriété foncière, en fait, les Juifs à l'époque auraient dû obtenir pas plus de 10% du territoire. Ils en obtiennent plus de la moitié alors qu'ils sont largement minoritaires. Mais à partir de décembre 1947, Ben Gourion, donc l'agence juive, le futur État d'Israël, va opérer une épuration ethnique, donc chassé de décembre 1947 à mai, donc jusqu'au 15 mai, jour de la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. Ils vont chasser dans cette courte période 250 000 Palestiniens. Puis la guerre va commencer, bien sûr, avec les États arabes qui vont venir au secours des Palestiniens épurés ethniquement. Donc au cours de l'année 1948, l'épuration ethnique va se poursuivre et vont être chassés de leurs terres 750 000 à 800 000 Palestiniens. Or, on va voir cela. Or, cette épuration ethnique n'est pas accidentelle, c'est pas le fait de la guerre, c'était prémédité. Le 2 novembre 1947, 27 jours avant l'adoption de la résolution de partage de la Palestine par l'Assemblée générale de l'ONU, David Ben Gourion déclara à l'exécutif de l'agence juive que les Palestiniens à l'intérieur de l'État juif peuvent devenir une cinquième colonne, et que si cela se produit, je cite Ben Gourion, on peut soit les arrêter en masse, soit les expulser, mieux vaut les expulser. Fin de citation. La source, c'est Archives sionistes centrales, compte rendu 45A, 2 novembre 1947, rapporté par l'historien israélien Ilan Pappé dans son ouvrage de nettoyage ethnique en Palestine. Bien sûr, qui dit expulsion, dit réfugiés.
Et là encore, donc là on est sur un crime contre l'humanité, on peut dire cela, prémédité. D'accord ? L'épuration ethnique était préméditée. Ensuite, sur la question des réfugiés, là encore, on va voir qu'il y a violation du droit international. Donc, dès le début de la création de l'État d'Israël. Voyons cela. Donc, création de l'État d'Israël, 14 mai au soir. Voilà. Et donc, le 15 mai, fin du mandat britannique sur la Palestine. Alors, le comte Folke Bernadotte, médiateur de paix de l'ONU, arriva le 28 mai 1948 en Palestine. Donc là, on est en pleine guerre, opposant les Israéliens aux Arabes. Il demanda qu'on accepte en principe le rapatriement à partir du 15 août et dans une proposition fixée en consultation avec le médiateur de quelques-uns des réfugiés qui en expriment le désir et particulièrement de ceux qui habitent Jaffa et Haïfa. À mon avis, dit-il, compte tenu de toutes les circonstances, on devrait assurer à tous ces réfugiés qu'ils ont le droit de retourner dans leur foyer. Fin de citation. Dans son rapport du 16 novembre 1948, Bernadotte propose un plan de partage établi selon le principe de l'homogénéité et de l'intégration géographique, et situe les réfugiés arabes sur le même plan où l'on plaçait les réfugiés juifs. Donc tout ça est parfaitement documenté, document A648, donc document onusien, c'est rapporté notamment dans cet ouvrage de 1967, Jordanie réelle, de Madame Gouachon, aux éditions Maisonneuve, et La Rose, livre extrêmement important, difficile à trouver, voire impossible à trouver aujourd'hui, paru donc en 1967 par cette orientaliste française, Madame Gouachon. Le lendemain, alors oui, dans son rapport que je viens de vous citer, donc Bernadotte place les réfugiés palestiniens sur le même plan que les réfugiés juifs. Le lendemain, donc là le rapport date du 16 septembre 1948, le lendemain, le 17 septembre 1948, le groupe Stern, qui était une organisation paramilitaire sioniste dirigée par Yitzhak Rabin, qui deviendra plus tard Premier ministre israélien et aussi président du Parlement israélien, la Knesset. Donc le groupe Stern, dirigé par Yitzhak Shamir, a assassiné à Jérusalem Folke Bernadotte, médiateur de paix de l'ONU, ainsi que le colonel français André Serrault, chef des observateurs des Nations Unies, tous les deux assassinés à la mitraillette. Les Juifs craignaient notamment de ne plus recevoir le Negev au terme de la mission de Bernadotte qui proposait d'intégrer le Negev à la partie arabe. Alors maintenant, je vais vous citer Ilan Pappé à propos de Folke Bernadotte dans son livre Le nettoyage ethnique en Palestine. Il écrit « En sa qualité de président de la Croix-Rouge suédoise, Bernadotte avait joué un grand rôle pour sauver des Juifs des griffes des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est pour cela que les dirigeants israéliens avaient accepté sa nomination comme médiateur de l'ONU. Ils ne s'étaient pas attendus à le voir tenter de faire pour les Palestiniens ce qu'il avait fait pour les Juifs quelques années auparavant. » Fin de citation. On lit entre autres cette règle dans les principes établis en 1946 sur la question des réfugiés lors de la création de l'Organisation internationale pour les réfugiés. Je cite, dans les principes établis en 1946. La tâche essentielle en ce qui concerne les personnes déplacées consiste à les encourager à retourner promptement dans leur pays d'origine et à aider leur retour. Fin de citation. Donc, le droit au rapatriement est l'un des 7 postulats fondamentaux sur lesquels Bernadotte établit ses conclusions concrètes qui précisent le droit international. Donc, je cite, « Le droit des réfugiés arabes à regagner leur foyer en territoire sous contrôle juif le plus rapidement possible devrait être proclamé par les Nations Unies
et le rapatriement de ces réfugiés, leur réinstallation et leur relèvement économique et social, ainsi que le paiement d'une indemnité suffisante pour les biens de ceux qui auraient décidé de ne pas revenir devraient être contrôlés et facilités par la Commission de conciliation des Nations Unies. Fin de citation. Ce texte, donc, est à l'origine de la résolution que l'Assemblée générale des Nations Unies vota le 11 décembre 1948 à sa 3e session. Le paragraphe 11 de la résolution 194 dit ceci, je cite la résolution de l'ONU. Décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible, de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leur foyer et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables. Donne pour instruction à la commission de conciliation de faciliter le rapatriement, la réinstallation et le relèvement économique et social des réfugiés, ainsi que le paiement des indemnités. Fin de citation. Bien sûr, Israël ne s'est jamais exécuté. Pire encore, quand les réfugiés, donc une bonne partie des réfugiés palestiniens qui ont été chassés de chez eux, se sont retrouvés à Gaza, lorsqu'ils tentaient de retourner sur leur terre, l'armée israélienne leur tirait dessus. Ils les tuaient. Sachant donc que 75% des Gazaouis d'aujourd'hui sont les descendants de ces réfugiés, donc de ces Palestiniens chassés lors de la catastrophe, ce qu'on appelle la Nakba, la catastrophe de 1948, on comprend pourquoi ces Gazaouis ne veulent pas partir de Gaza, puisque eux-mêmes sont issus, ils sont à Gaza parce que leurs parents et leurs grands-parents ont subi une épuration ethnique. Ils ont été chassés de chez eux. Donc ils savent très bien qu'un nouveau déplacement ne sera pas temporaire. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre à avoir en tête. Et d'ailleurs, les mouvements de résistance palestiniens naissent dans ces milieux-là, dans les milieux réfugiés, notamment à Gaza et en Égypte. Donc une partie de ceux des Palestiniens qui ont été expulsés, qui se sont retrouvés en Égypte. Donc c'est juste après cette période-là, donc de l'épuration ethnique et des tentatives de retour sur leur terre, que naissent les mouvements de résistance. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Et bien sûr, ces mouvements de résistance vont être qualifiés de terroristes, etc. Alors qu'en fait, il s'agit de Palestiniens qui ont été chassés de chez eux et dont les proches ont été massacrés. Puisque pour pouvoir les chasser, il y avait... ont été appliqués par les organisations sionistes à l'époque. J'ai parlé du groupe Stern, il y a aussi la Haganah, l'Irgun, le Lehi, les Abirionim, tous ces groupes-là étaient des organisations paramilitaires, donc terroristes, et ils ont chassé les Palestiniens en les terrorisant, donc en envoyant des bombes sur les villages, en piégeant des voitures, en jetant des tonneaux enflammés sur les villages, et ainsi de suite, en posant des bombes dans les débris des maisons détruites pour que les Palestiniens ne retournent pas chez eux. C'est par ces actions terroristes, de terreur, qu'ils ont chassé les Palestiniens. Donc ça aussi, il faut le garder à l'esprit quand on analyse la situation. Voilà. Quand on nous parle d'organisation terroriste, c'est une qualification politique. D'ailleurs, même quand je parle des organisations sionistes terroristes, c'est une qualification politique que je donne.
en basant sur leur méthode. C'est pas une qualification juridique, puisque dans le droit international, le terrorisme n'existe pas. Ce qui existe dans le droit international, c'est les crimes de guerre. Donc on peut dire que telle organisation politique, sur le plan juridique, commet des crimes de guerre. Mais le qualificatif de terrorisme est à l'appréciation de chacun. Hein. On est toujours le résistant de l'un et le terroriste de l'autre. Maintenant, il y a les faits. Voilà, à partir du moment où vous vous attaquez massivement à des populations civiles, vous rentrez dans la catégorie criminel de guerre, et politiquement, on peut vous qualifier de terroriste. Mais on ne peut pas envoyer en prison des gens parce qu'ils refusent de qualifier telle ou telle organisation de terroriste. Alors, si on prend par exemple les actions dans les années 70, notamment de certaines organisations palestiniennes ou pro-palestiniennes de gauche, d'extrême gauche, détournement d'avions, etc., prise d'otages, là on sort du cadre de la résistance classique s'opposant à une armée. Parce qu'en fait, la résistance qui est tolérée, qui est légale du point de vue du droit international, ça j'en ai déjà parlé, c'est la résistance armée contre un occupant armé. Mais si vous vous attaquez à une population civile, quelle qu'elle soit, là vous êtes dans le crime de guerre. Même si cette population est dans le camp que vous considérez être votre ennemi. Donc il faut faire une distinction entre le civil et le militaire. Ce que ne font pas les Israéliens, ni même les Américains d'ailleurs. Quand ils balancent des tapis de bombes sur des villes, là je veux dire ce qu'ils ont fait à Gaza, les Israéliens, ils ont en termes de puissance de feu, balancé sur les Gazaouis, la population civile, l'équivalent de 6 à 7 fois la bombe atomique d'Hiroshima, en détruisant plus de 80% des infrastructures civiles. On nous dit qu'il y a plus de 50 000 morts, mais en fait ça c'est les 50 000 morts prouvés, c'est-à-dire les corps identifiés. On ne parle pas des corps qui sont sous les débris. Je fais du bomb damage assessment, de l'évaluation des dégâts d'artillerie, qui était mon métier pendant des années. Aujourd'hui, les Israéliens font à peu près 300 bombardements par jour sur la bande de Gaza. Comme vous êtes dans un milieu totalement fermé, assiégé, avec une surpopulation, vous faites en gros 300 morts par jour. C'est exactement ce qu'on a pu observer sur les 3 premiers mois de guerre. Et là, brusquement, sur les 4 mois suivants, on n'aurait que 5 000 morts quand il y en a eu 30 000 sur les 3 premiers. Non, vous faites une simple extrapolation. Vous êtes entre 60 et 70 000 morts. Et pardon, je suis en hypothèse basse. Et malheureusement, quand la guerre sera terminée, ça n'est qu'avec un calcul démographique, en comparant les deux populations, qu'on pourra essayer de le mesurer. Mais oui, le bilan aujourd'hui est équivalent à peu près à celui de la frappe nucléaire d'Hiroshima. Le Lancet, le magazine scientifique Lancet, évalue donc aujourd'hui à plus de 240 000 le nombre de morts civiles à Gaza. Parce qu'ils prennent en compte les destructions, la densité de la population, etc. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'autre volet. Donc là, on a parlé des réfugiés. Donc là, on voit encore violation du droit international et des résolutions de l'ONU par Israël concernant les réfugiés, puisqu'ils auraient dû, depuis cette époque-là, autoriser le retour des réfugiés chez eux. Ils ne l'ont pas autorisé. Et ils ont utilisé la force pour empêcher les Palestiniens de retourner chez eux. Maintenant, on va parler des frontières d'Israël reconnues internationalement, reconnues par l'ONU. Après la guerre, alors rapidement après la guerre de 6 jours de 1967, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte, donc le 22 novembre 1967, la fameuse résolution 242, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui se fonde sur 3 principes. Le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés en juin 1967. Donc en 1967, ils ont conquis, les Israéliens, la Cisjordanie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. Ils ont conquis le Sinaï égyptien, ils ont conquis Jérusalem-Est, ils ont conquis Gaza, et ils ont conquis le Golan syrien. Toutes ces conquêtes-là sont illégales. Donc le premier principe
de cette résolution 242, retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés en juin 67. La reconnaissance de la souveraineté et de l'indépendance politique de chaque État, de l'intégrité territoriale et du droit de vivre en paix à l'intérieur des frontières sûres et reconnues. Et le règlement du problème des réfugiés. Bien sûr, alors il y a eu des négociations ensuite avec l'Égypte. Les Israéliens se sont retirés du Sinaï, mais ils sont restés dans toutes les autres zones de façon illégale. Donc violation de la résolution 242. L'Égypte, le Liban et la Jordanie acceptent la résolution, et la Syrie, donc, dont le Golan est toujours occupé par Israël. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont élargi le territoire occupé en Syrie. Donc la Syrie rejette cette résolution. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat, critique la résolution car elle ne mentionne pas le droit à un État pour les Palestiniens et réduit la question palestinienne au sort des réfugiés. De plus, elle oublie le droit au retour affirmé par la résolution 194 de 1948. Et donc, depuis 1967, Israël refuse d'appliquer la résolution 242. C'est-à-dire que Israël, depuis cette époque, là on parle de territoire, au niveau des frontières, est dans l'illégalité permanente, puisque elle occupe des territoires illégalement. Totalement illégalement. Je répète que l'État d'Israël est un État sans frontières. Alors quand on nous dit que Israël a le droit de se défendre, en fait on renverse le droit international. Ceux qui, du point de vue du droit international, ont le droit de se défendre, c'est ceux qui sont occupés. C'est ceux qui sont occupés, spoliés, épurés ethniquement, chassés de chez eux, encore jusqu'à aujourd'hui, notamment en Cisjordanie. C'est eux qui ont le droit de se défendre. Le colon, l'État occupant, il n'a pas le droit de se défendre du point de vue du droit international. Je ne suis pas juriste, mais qu'un juriste m'explique le contraire. Le texte à l'appui, qui nous ramène un texte stipulant que les Israéliens ont le droit de combattre les populations occupées. J'aimerais bien voir ce texte. Maintenant, autre volet, je vais vite parce que je vais faire 2 émissions sur le sujet, et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je prends la question des violations du droit international par Israël par thème et chronologiquement. Voilà les thèmes principaux. Et en remontant dans l'histoire jusqu'à notre époque. Juste pour que vous ayez quand même une idée historique et juridique du cas israélo-palestinien. Parce que beaucoup de gens l'ignorent. Quand on dit, oui, Israël a violé tant de résolutions, des centaines de résolutions, mais on rentre souvent pas dans le détail. Donc l'autre volet, c'est Israël viole le droit à l'autodétermination, du point de vue du droit international, hein, bien sûr. Viole le droit à l'autodétermination, le droit à l'indépendance et à la souveraineté, et le droit au retour des Palestiniens. Le 13 novembre 1974, Yasser Arafat est reçu à l'Assemblée générale de l'ONU où il appelle à la pacification du conflit. Donc l'OLP commence à se normaliser d'une certaine façon. Il passe d'une lutte armée à une normalisation à l'échelle internationale, et puis ensuite, avec les accords d'Oslo, une normalisation de ses relations avec Israël. Bon, là, c'est pas le sujet. Donc l'OLP est reconnu par l'ONU comme seul représentant du peuple palestinien et a désormais le statut d'observateur. Le 22 novembre, dans sa résolution, donc 22 novembre 1974, dans sa résolution 3236, l'Assemblée générale de l'ONU reconnaît aux Palestiniens le droit à l'autodétermination, le droit à l'indépendance et à la souveraineté, ainsi que le droit au retour. Droits qui n'ont jamais été respectés depuis par Israël.
En 1976, le Conseil de sécurité accueille l'OLP à ses débats avec les mêmes droits que ceux conférés à un État membre. Parallèlement, la résolution 3379 de l'ONU, adoptée par 72 voix pour, 35 contre et 32 abstentions, déclare que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. L'Assemblée générale annule en décembre 1991 la résolution 3379 par 111 voix pour, contre les 25 voix des États arabes et musulmans. Alors pourquoi est-ce que ça se renverse en 1991 ? Pour plusieurs raisons, mais parce qu'en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée, on rentre dans le monde unipolaire avec une domination sans partage des États-Unis, qui ont la capacité de, bien sûr, qui protègent Israël, qui défendent les intérêts d'Israël, et qui mettent la pression aux membres de l'Assemblée de l'ONU pour qu'ils votent dans leur sens. Faut pas oublier que les votes sont aussi la résultante de rapports de force. Et alors là, sur ce sujet-là, je vais vous citer Jean-Claude Lescure, que j'ai déjà cité ici, que je cite justement parce que c'est un auteur très modéré et mainstream, donc dans son livre « Le conflit israélo-palestinien sans question ». Qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Claude Lescure, par rapport à la résolution 3379 qui déclare que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale, et son annulation en 1991, je cite Jean-Claude Lescure dans son livre, il écrit « Le sionisme n'a pourtant pas changé entre les deux dates. C'est la conjoncture politique qui s'est modifiée, mais elle n'a pas remis en cause le statut de l'OLP. » Donc voilà, il dit bien, on l'a bien remarqué d'ailleurs, que la nature du sionisme n'a pas changé. Le sionisme, d'ailleurs aujourd'hui, est toujours raciste, puisque, je le répète, Benjamin Netanyahou a déclaré que nous sommes le peuple de la lumière, ils sont les Palestiniens le peuple des ténèbres, nous accomplissons les prophéties d'Ésaïe, et le ministre de la Défense, en octobre 2023, Gantz a déclaré à propos des Palestiniens, nous leur coupons l'eau, l'électricité, la nourriture, ce sont des animaux humains, nous les traitons comme tels. On passe maintenant aux annexions illégales de Jérusalem-Est et du Golan, du point de vue du droit international et de l'ONU. Après la guerre d'octobre 1973, opposant Israël à la Syrie et à l'Égypte, des négociations et des accords sont menés entre Tel Aviv et le Caire. Pour avoir tous les détails sur les questions là que j'aborde depuis le début, ces différents épisodes, et ce que je vais aborder maintenant, je vous renvoie à ce petit ouvrage « Comprendre le conflit israélo-palestinien » aux éditions Contre-Culture. C'est un ouvrage très court, mais très 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 bien documenté. Pour 144 pages, vous avez 316 notes de bas de page. Voilà, c'est pour ça que je n'ai jamais été attaqué ni sur ce livre, ni sur aucun de mes livres. Je reprends. Donc, après la guerre d'octobre 1973 opposant Israël à la Syrie et à l'Égypte, des négociations et des accords sont menés entre Tel Aviv et le Caire. Les accords de paix avec l'Égypte sont menés par un gouvernement israélien, likoudnik, donc en fait c'est l'extrême droite israélienne, avec comme premier ministre de 77 à 83 Menachem Begin, qui est le successeur à la tête du sionisme révisionniste, c'est-à-dire l'extrême droite sioniste, successeur de Zeev Vladimir Jabotinsky, le fondateur du révisionnisme. Et Menachem Begin est le fondateur du Likoud, qu'il a fondé en 1973 et qui établit l'alliance entre différents partis d'extrême droite. Donc Menachem Begin, à peine arrivé au pouvoir, alors là je vais vous citer Henri Laurence, La question de Palestine, tome 4, que j'ai là sous la main, ici. La question de Palestine
tome 4e, Le rameau d'olivier, le fusil du combattant aux éditions Fayard. Qu'est-ce que nous dit Henri Laurence, professeur au Collège de France? Il détient la chaire d'études historiques du monde arabe. Alors, il nous dit: Menachem Begin, à peine arrivé au pouvoir, multiplie les signes forts en se rendant immédiatement à la colonie d'Elon Mor, à proximité de Naplouse, considérée jusque-là comme illégale. Il annonce qu'il y aura de nombreux Elon Mor sur la terre d'Israël libérée. Donc ça veut dire la Palestine occupée. Il fait interdire dans l'usage de l'administration et des médias officiels les termes comme Cisjordanie remplacés par Judée-Samarie, et celui de Palestiniens définis comme les Arabes de la terre d'Israël, donc étrangers, écrit Henri Laurence. Il déclare à la presse internationale qu'Israël n'a pas à annexer ce qui lui appartient de droit. Il peut envisager des concessions sur le Golan et le Sinaï, mais non sur la terre d'Israël. Donc il n'y a pas de Palestine, il n'y a que la terre d'Israël. L'existence des Palestiniens et de la Palestine est niée. Donc, fin de citation. L'une des premières décisions du gouvernement de Begin est de bombarder la ville importante du Liban Sud, Nabatie, à la fin 1977, faisant plusieurs dizaines de milliers de réfugiés. Israël annexe en 1980 Jérusalem-Est, et Jérusalem est déclarée, unilatéralement par Israël, capitale éternelle du peuple juif. Le 14 décembre 1981, Israël annexe unilatéralement le Golan. Donc il officialise l'appropriation du Golan par les Israéliens. La législation israélienne s'applique dès lors aux habitants du Golan. Le 17 décembre 1981, le Conseil de sécurité vote la résolution 497 condamnant cette annexion et la déclare nulle et non avenue. Je vais vous lire cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors là, je vais vous la lire parce que c'est important que vous ayez quand même la connaissance des détails et le contexte. Je cite: Le Conseil de sécurité, ayant examiné la lettre du 14 décembre 1981 du représentant permanent de la République arabe syrienne contenu dans le document SI 14-791, réaffirmant que l'acquisition de territoire par la force est inadmissible, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux principes pertinents de la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, décide que la décision israélienne d'imposer ses lois, juridictions et son administration dans les hauteurs du Golan syrien occupé est nulle et non avenue et sans effet juridique international. Exige qu'Israël, la puissance occupante, annule immédiatement sa décision. Détermine que toutes les dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en cas de conflit armé sont applicables. Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 continue de s'appliquer au peuple palestinien, continue de s'appliquer au territoire syrien occupé par Israël depuis juin 1967. Prie le secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution dans un délai de 2 semaines et décide qu'en cas de non-respect de la part d'Israël, le Conseil se réunirait. Le Conseil de sécurité, rappelant ses résolutions 425, année 1978, 426, année 1978, 427, année 1978, 434, année 1978, résolution 444, 1979, résolution 450, 1979, résolution 459, 1979, résolution 467, 1980, résolution 474, 1980, résolution 483, 1980, résolution 488, 1981 et résolution 490, 1981, aucune de ces résolutions appliquées par Israël, ayant pris connaissance du rapport du secrétaire général sur la force intérimaire des Nations Unies au Liban du 11 décembre 1981,
et prenant note des conclusions et recommandations qui y sont exprimées. Prenant note de la lettre du représentant permanent du Liban au secrétaire général en date du 14 décembre 1981. Convaincu que la détérioration de la situation actuelle a de graves conséquences pour la paix et la sécurité dans le monde et au Moyen-Orient, réaffirme sa résolution 425 de l'année 1978, dans laquelle elle demande le strict respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Petite parenthèse, c'est une résolution 425 de l'année 78, année où Israël a fait une opération militaire, l'opération Litanie, où ils ont envahi le sud Liban. Voilà. Donc là, le Conseil de sécurité avait déjà condamné et demandé le retrait israélien. Donc, je répète, cette résolution 78 demande le strict respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Demande à Israël de cesser immédiatement son action militaire contre l'intégrité territoriale du Liban et de retirer immédiatement ses forces de tout le territoire libanais. Décide, à la lumière de la demande du gouvernement libanais, d'établir immédiatement sous son autorité une force intérimaire des Nations Unies pour le sud du Liban. Là, c'était, je vous le rappelle, une résolution donc, du Conseil de sécurité de 1981. Puis il y a eu une nouvelle guerre israélienne contre le Liban en 1982, année de la création du Hezbollah. Donc, je vous rappelle que les mouvements, ce qu'on appelle les fédayines, ceux qui se sacrifient, naissent après l'épuration ethnique de 1948 et la non-résolution de la question des réfugiés, donc non-respect du droit international par Israël, et création d'organisations palestiniennes armées. D'accord ? Cause, conséquence. Là, Israël envahit en 1978 le Liban Sud. Résolution 1981 qui ordonne le retrait d'Israël. Israël ne se retire pas, puisqu'en 1900, pas vraiment, ils reviennent. En 1982, nouvelle guerre contre Israël, donc occupation du Liban Sud. Création du Hezbollah. Cause, conséquence. À partir de 1982, donc création du Hezbollah, qui lutte contre Israël pour le chasser du Liban. Israël ne respecte pas les résolutions du Conseil de sécurité, ne se retire pas du Liban. Donc, le Hezbollah continue à combattre Israël. Ce n'est pas le Conseil de sécurité, ni l'ONU, ni les forces d'interposition, qui ont chassé Israël du Liban Sud. C'est le Hezbollah qui l'a chassé en 2000. Donc en fait, ils se sont combattus de 1982 à 2000 pour que Israël se retire. Ils ne se sont pas retirés complètement puisqu'ils occupaient encore les fermes de Sheba. Et puis encore une fois, guerre en 2006 puisque il y a une tentative israélienne de conquérir à nouveau le sud Liban. Et encore une nouvelle guerre là, récemment, donc à partir donc il y a eu une confrontation de la Hezbollah pour soutenir les Gazaouis, plutôt soutenir le Hamas, on va dire, à partir de octobre 2023, et puis ensuite, tentative d'invasion du territoire libanais, encore une fois, par Israël, à la fin de l'année 2024, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est septembre, octobre, je me souviens plus exactement. Donc il y a une volonté d'envahir le Liban, puisque quand on lit les textes des fondateurs du sionisme, notamment de Ben Gourion, dès 1918, il est écrit que le futur État d'Israël intégrera le sud du Liban jusqu'au fleuve Litanie. D'où le nom de l'opération Litanie, menée par Menachem Begin en 1978 contre le Liban. Voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas de Hezbollah. Donc c'est cause-conséquence. Donc ceux qui nous disent on va vous envoyer en prison parce que vous ne dites pas que le Hezbollah
est une organisation terroriste, que le Hamas est une organisation terroriste, etc., oublie le contexte historique, le contexte géopolitique et le contexte juridique. C'est parce que le droit international n'est pas appliqué par Israël, c'est parce que les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas respectées par Israël que naissent des organisations armées. Je viens d'expliquer, donc je pense que c'est très très clair ce que je viens de vous dire. Voilà, là je suis obligé de m'arrêter ici, donc à l'année 1981, parce que là on est déjà à plus de 40 minutes de vidéo. Et donc si Dieu veut, la semaine prochaine, je poursuivrai donc de 1981 donc à nos jours. Voilà. Je vous remercie, je reprendrai avec l'intifada en fait, à partir de l'intifada, la première intifada. Je vous remercie pour votre écoute, je remercie ceux qui soutiennent la chaîne, continuez à la soutenir, soyez de plus en plus nombreux à la soutenir, via Tipeee, via Paypal, dans la description de la chaîne. Likez, partagez, pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur le conflit israélo-palestinien, eh bien, il y a ce petit livre, très bien documenté, et non attaqué depuis sa parution. Likez, partagez, commentez, et je vous dis, si Dieu veut, à mercredi prochain à 18h.